Chaque année, au Canada, le mois de l'histoire des Noirs est un moment privilégié pour se souvenir, reconnaître et célébrer les contributions des communautés noires à la construction de ce beau pays. Ce mois de commémoration est aussi le fruit d'un engagement politique et communautaire déterminant. Nous rendons hommage à Jean-Augustine, première femme noire élue à la Chambre des communes, dont l'initiative parlementaire a conduit en 1995 à l'adoption de la motion reconnaissant officiellement le mois de l'histoire des Noirs au Canada. À travers elle, nous saluons également les leaders et les organisations communautaires qui, bien avant cette reconnaissance officielle, ont porté la mémoire, les revendications et la visibilité des communautés noires. En 2026, cette commémoration prend une résonance particulière. Elle marque 30 ans de reconnaissance officielle sous le thème « Célébrer l'excellence noire à travers les générations de bâtisseurs de la nation aux visionnaires de demain ». Ce thème, bien évidemment, nous rappelle que l'histoire des communautés noires ne se limite pas au passé. Elle se vit et se construit aujourd'hui dans nos territoires à travers des parcours, des engagements et des contributions bien réelles. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette table ronde, ici, dans les Comtés unis de Prescott Russell. Cette table ronde est un espace de dialogue pour donner la parole à des femmes et des hommes noirs qui vivent, travaillent et s'engagent localement. Au cœur de nos échanges, une question simple en apparence, mais profonde dans ses résonances. Le thème de ce jour, c'est de l'immigration à l'appartenance. Quand se sent-on pleinement afro-canadien ou afro-canadienne? Bienvenue à cette table ronde. Le premier de nos invités que nous avons l'honneur de recevoir ce jour dans le cadre de la célébration donc de l'histoire des Noirs au Canada est quelqu'un qui a beaucoup fait pour sa communauté et pour différents pays en Afrique comme ici en Amérique du Nord. John Osengo est avant tout un parcours d'immigrant devenu acteur de cohésion. Arrivé au Canada avec l'idée de se reconstruire et de bâtir un avenir stable, il a rapidement compris que l'intégration ne se résume pas à s'installer. Elle se transforme en appartenance lorsqu'on crée des liens, qu'on participe à la vie locale et qu'on s'engage pour les autres. C'est cette transition de l'immigration à l'appartenance qui définit aujourd'hui sa vision et son action. Installé dans la région de Prescott Russell, John Osengo s'investit activement dans la communauté avec une attention particulière portée aux réalités des nouveaux arrivants. L'isolement, la barrière linguistique, l'accès à l'information, le devoir de repère et de réseau. Son engagement au sein de PLDC à Casselman répond à une ambition simple et concrète. Faire en sorte que chaque famille, chaque jeune et chaque nouvel arrivant puisse trouver sa place, se sentir soutenu et contribuer à son tour. À travers PLDC, John participe à la mise en place d'initiatives qui rapprochent les personnes, valorisent la diversité et renforcent le sentiment d'un chez-soi. Partager, activités communautaires, accompagnement, projets jeunesse, événements culturels et sportifs, partenariats locaux. Pour John, l'engagement communautaire est une contribution naturelle au parcours migratoire, remercier le pays d'accueil par l'action et transformer l'expérience de l'immigration en force collective. À Casselman, il incarne ainsi une appartenance afro-canadienne vivante, utile et tournée vers l'avenir. Chers invités, chers téléspectateurs de ce mois merveilleux qui commémore l'histoire des Noirs au Canada, accueillons ensemble John Osengo. Bonjour John. Bonjour Guy, ça va bien? Super bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Ben écoute, merci de nous faire l'honneur de prendre part à cette table ronde. Et nous sommes très très honorés de t'accueillir en ce jour. Merci, honneur partagé. As-tu un petit mot à rajouter à ce que nous venons de
de présenter de toi comme parcours? Merci, et c'est tellement profond, et je m'imagine bien que vous avez aussi ce talent de découvrir les choses cachées. Je sais que j'ai un engagement communautaire au niveau de Castelman, mais aussi mon parcours professionnel qui a fait que je puisse avoir ce courage de participer à ce forum. Et je pourrais tout simplement ajouter que mon passé avant de venir au Canada, j'ai travaillé longuement au sein de l'ONU, des Nations Unies, dans plusieurs pays en Afrique. Et ici, actuellement, je travaille à la fonction publique au niveau de la ville d'Ottawa. On va y arriver. D'accord. On va sûrement y arriver, John. Et merci encore de l'honneur que tu nous fais. Le deuxième invité que nous avons ce matin est une personnalité particulière dans son évolution ici dans cet écosystème canadien parce qu'il parvient à garder un pied dans la tradition en étant représentant d'une sommité et en étant également celui très engagé dans l'épanouissement des Afro-Canadiens et de tous ici au Canada. Il est un leader afrodescendant engagé, reconnu pour son action à l'interface de la tradition, de l'éducation, du leadership communautaire et de la francophonie en contexte minoritaire. Originaire du Cameroun, il s'est illustré très tôt comme leader, estudiantin et acteur de développement communautaire, notamment au sein du groupe Fondiomankwet, où il a contribué à la préservation du patrimoine, à la structuration de la jeunesse et à des projets majeurs de développement local. Installé au Canada, il est une figure marquante du leadership communautaire franco-canadien. Enseignant de formation, il a œuvré pendant plus d'une décennie au sein du CPO, accompagnant notamment des élèves à besoins particuliers. Il a également été le représentant syndical et membre de direction associative, travaillant pour l'équité, l'inclusion et la valorisation des enseignants francophones. Fondateur et dirigeant de plusieurs organisations culturelles et éducatives, dont Epelmont Canada, il a contribué activement à la promotion et de la langue française et à la visibilité du Canada francophone sur la scène internationale. Sur le plan civique, il a marqué l'histoire municipale de Clarence-Workland en obtenant 48% des voix lors des élections 2022. Un résultat inédit pour un afrodescendant dans cette ville. Depuis août 2023, il occupe le poste de directeur adjoint du Collège catholique Mère-Bleue. Il est aujourd'hui reconnu comme un leader, rassembleur, porteur de valeurs, de respect, de transmission, de diversité et d'engagement citoyen, au cœur des enjeux abordés durant ce mois de l'histoire des Noirs. Il est reconnu comme un leader, rassembleur, porteur de valeurs, de respect, de transmission, de diversité et d'engagement citoyen, au cœur des enjeux abordés durant le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Mais il est aussi le représentant de Sa Majesté Fondiomankwet du Cameroun. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers amis de TBC 22, accueillons ensemble sa dignité, Witba, Omboy, Ompoala, Ngameni, Gabriel. Merci, Sa Majesté, de nous faire l'honneur d'être là. Merci. Sa dignité, Ngameni, grand merci d'avoir accepté cette invitation pour la commémoration d'un événement aussi important dont vous êtes clairement, avec mon frère John, l'un des porteurs, l'un des symboles aujourd'hui dans ce Canada qui accueille autant de personnes d'origine afro. On vous a présenté, nous nous sommes un peu plus appuyés sur votre parcours culturel, sur la représentativité que vous êtes ici au niveau de la royauté Mandjoumankwet du Cameroun. Je souhaiterais que vous puissiez nous parler un peu plus de votre parcours professionnel pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en plus? Parce que je sais que vous êtes PhD, vous êtes spécialiste en plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur votre parcours? Merci beaucoup, M. Guy Carlou. Une personne comme moi, c'est comme une forme d'encyclopédie. Parler de moi, ça peut prendre beaucoup de jours. Mais si je veux résumer, je sais que qui je suis en profondeur, c'est un père de famille, père de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille.
Et je suis très choyé d'avoir Joséphine Gameni comme ma mère et comme mon épouse. Donc, c'est cela qui fait ma force en réalité. Donc, si on veut regarder sur mon parcours professionnel, en partant depuis le Cameroun, j'étais beaucoup plus cadre supérieur d'entreprise parapublique au Cameroun. Et j'ai beaucoup contribué là-bas aussi en tant qu'un des leaders de l'ONEL pour la mise en place du système électoral au Cameroun. Donc, arrivé au Canada, donc, je continue dans ce cheminement-là, mais en changeant quand même de profil de management d'entreprise à un profil d'enseignement. Et j'ai commencé dans l'enseignement et par la suite, j'ai encore renforcé mes compétences managériales en faisant donc, une maîtrise en gestion des projets et commencé donc un PhD en Project Management à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, cela m'a donc permis quand même de pouvoir m'intégrer rapidement dans le monde de l'enseignement et d'aller très, très vite là-dedans comme enseignant leader en mathématiques et même de finir par être couronné comme meilleur enseignant du CPE en 2019. Donc, tout ce parchemin m'a permis de pouvoir être sélectionné dans un cadre très select, très restreint pour EduPro au niveau du Parlement, où depuis 2016, je représentais là-bas l'Ontario parmi les 6 délégués pour l'Ontario parce que c'est 60 personnes pour le Canada. Là. Donc, c'était pour moi un vrai couronnement d'être dans ce cadre aussi select qui m'a permis de comprendre les profondeurs et les méandres de la démocratie canadienne au cœur du Parlement canadien. Et par la suite, avec tout ce parcours réuni, j'ai compris qu'il fallait quand même bien défendre les enseignants. Et c'est ainsi que j'ai été élu, c'était quand même aussi rare, là, comme membre du directoire de l'AIFO, l'Association des enseignants franco-ontariens, où j'ai fait comme 2 mandats là-bas, étant réélu plusieurs fois. Et par la suite, donc, je suis actuellement passé de l'enseignement à la direction des écoles pour être donc un leader système. Voilà. Ben, merci, Sa Dignité. Ce qui nous rassure davantage, c'est que, à vous entendre et à entendre le parcours de John, nous nous rendons compte que nous ne nous sommes pas trompés en vous invitant, tous deux, pour ce mois de l'histoire des Noirs, parce que l'ambition de cette émission que nous essayons de bâtir avec TVC 22 est de pouvoir faire résonner pour les jeunes générations afro vivant au Canada et pour les nouveaux arrivants cette mélodie d'un parcours dont on ne voit pas toujours que bien qu'elle soit belle à entendre, elle est passée par des douleurs, par des étapes. Et cela nous a emmenés donc à définir la thématique de notre table ronde d'aujourd'hui, qui, elle, nous pose simplement la question de savoir entre l'immigration et l'appartenance, à quel moment se sent-on pleinement afro-canadien? À quel moment? Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer avec notre première question. Aujourd'hui, je vais commencer par mon frère John. Merci. Aujourd'hui, mon frère John, comment vous définissez, vous, aujourd'hui? Vous définissez-vous en tant qu'Afro-Canadien, en tant qu'immigrant, ou les deux? Pour être honnête, je salue d'abord la présence de Sa Majesté. Merci. Quand on est roi en Afrique, on est roi de tous les pays. Donc, je suis originaire de la République du Congo, il me doit de saluer votre présence ici sur ce plateau. Merci. Alors, en revenant sur la question, je me sens pratiquement les deux. Les deux. Je me sens immigrant par rapport à mon histoire, par rapport à mon parcours, et en même temps afro-canadien par rapport à mon engagement dans tout ce que je fais au quotidien, au sein de la fonction publique, mais aussi au sein de nos communautés. Avant de revenir à Papa Gab avec la même question, j'ai envie de dire, John, mon frère, allons-y un peu plus en eau profonde pour que tu puisses nous dire qu'est-ce qui aujourd'hui a le plus influencé cette manière de te définir, et en tant qu'Afro-Canadien et en tant qu'immigrant par rapport à ton histoire. Oui, parce que quand je suis arrivé au Canada, j'avais un parcours de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, mais en même temps aussi en Afrique, où je suis passé par plusieurs pays où je travaille avec les Nations Unies. Et quand je suis arrivé, il fallait d'abord que je puisse comprendre les codes ici au Canada. Parce que quand j'arrive avec mon passé, j'ai des choses dans ma tête qui sont ancrées dans ma tête
Et j'ai l'impression comme si ce sont les mêmes choses que je vais produire ici pour avoir un futur. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Donc, il fallait que je comprenne les codes, comment évolue le monde du travail, les cursus universitaires, qu'est-ce qu'il faut, comment choisir les cours et autres. Et tout cela m'a permis de me retrouver à l'université. Donc, voilà pourquoi je dis que mon parcours passe par un monsieur immigrant d'abord, donc par tous ces cursus migratoires. Et maintenant, ce qui a influencé, c'est mon engagement, comme je disais. Mais je sais que comme c'est juste un forum, on va y arriver. Alors, Sa Dignité, je reviens vers vous. Merci John pour ce début de précision, parce que je pense que ça va être vraiment un échange assez enrichissant. La question, nous la posons parce que nous nous disons, visiblement, il n'est pas évident de savoir par l'aspect de quelqu'un si cette personne afro se sent afro-canadienne, immigrante ou afro-canadienne tout court. Vous voyez, je veux faire un peu cette différence parce que celui qui se sent afro-canadien immigrant dans la tête peut avoir sa justification. Mais on peut aussi se sentir afro-canadien tout court, ça veut dire je me sens hyper pleinement intégré. Donc la question, je vous la ramène, c'est vrai que c'est une question un peu particulière pour vous parce que afro-canadien, mais en même temps défenseur d'une cause traditionnelle, c'est sûr que c'est important pour nous de comprendre comment vous vivez tout ça. Et donc la question est la même. Comment vous, Sa Dignité Ngameni, comment vous vous définissez aujourd'hui? Est-ce que vous vous entendez comme étant un afro-canadien ou un immigrant, ou bien les deux? Très bonne question. Ben, du moins, le Canada, c'est un territoire, une terre d'accueil. C'est un melting pot en termes de culture, en termes de civilisation et autres. Un Canadien, je suis aujourd'hui, je peux me définir comme un fier franco-ontarien dans le cœur et dans mes actions. Et de par mon statut, je suis un passeur culturel. Et un passeur culturel doit toujours savoir d'où il vient, ce qu'il est aujourd'hui et d'où il s'en va. Donc son savoir se résume donc par ce passé, par ce présent et par ce futur. Et mon rôle au niveau professionnel comme enseignant, comme direction d'école dans une école très diversifiée, c'est de pouvoir donc jouer dans tous ces rôles-là de passeur culturel, de mettre les personnes ensemble. Et au départ, quand on vient d'arriver, comme disait tantôt John, il y a tout un parcours à faire. Il y a des mutations importantes à faire. Absolument. Pour une personne comme moi, partie du Cameroun et arrivé ici, j'étais comme cadre de société. Et arrivé ici, il fallait changer complètement. Et pour réussir à cela... En fait, vous étiez cadre de société au Cameroun avant d'arriver au Canada. Et donc, vous arrivez ici, il fallait changer parce que quand on arrive, ce n'est pas toujours ce qu'on croit et ce qu'on entend dans les médias et autres. Hein. C'est ça. La réalité est parfois très, très différente. Ouais. Donc, quand j'arrive, j'étais certain dans mon esprit qu'il fallait, avec mon CV, avec tous mes diplômes du Cameroun en sciences politiques, je devais facilement avoir quelque chose à faire. Mais quand je suis arrivé, rien que l'adaptation au niveau environnemental demandait déjà des choses. Au niveau de l'emploi, je n'ai pas pu avoir l'emploi même pour pousser dans les supermarchés, ranger les brouettes. Ce n'était pas évident. Donc, alors que vous étiez prêt à faire ça? J'étais prêt à faire certaines choses pour pouvoir nourrir ma famille. Là, quand on vient d'arriver, il faut s'intégrer. C'est là que j'ai eu des amis qui m'ont accueilli, m'ont fait savoir, donc, quand nous sommes arrivés, voici comment nous avons fait. Parce que quand on a voulu garder l'idée de nos diplômes du Cameroun et autres, arriver ici, ce n'est pas la même réalité socio-culturelle, même démographique, économique. Donc, nous sommes rentrés à l'école. Donc, le secret, c'est rentrer à l'école. Donc là, j'ai repris le C'est une information capitale déjà, hein, que je souhaite que nos jeunes et tous les nouveaux arrivants puissent retenir. C'est-à-dire que Papa Gab arrive ici, avec tout son background de cadre, de diplôme, comme John aussi d'ailleurs, mais il se rend compte très vite qu'il faut une réadaptation, on va dire, sociologique même, importante et intellectuelle. À faire. Ouais. Pour pouvoir embrasser une nouvelle carrière ici au Canada. C'est une information importante, nous allons revenir là-dessus. Je voulais ajouter que nous, on arrive là avec 2 enfants, dont le né a 2 ans et le cadet avait 1 an.
Wow. Et maman était prête à accoucher donc de troisième. Et quand on est arrivé, je pense que moins d'un mois après, on a eu notre troisième bébé. Donc ça demandait d'être à côté de mon épouse, de pouvoir donc l'accompagner là-bas. Et quand on finit avec cela, donc, il faut penser à la garderie, parce qu'il faut mettre les enfants à la garderie pour pouvoir aller aux études. Et j'ai choisi donc de faire l'enseignement. Pourquoi? Parce que les personnes qui m'ont accueilli avaient déjà ce filon-là. Ils avaient déjà bâti des chemins, ils avaient beaucoup souffert pour pouvoir trouver quoi faire. Et le chemin de l'enseignement pour eux était vraiment salutaire parce que c'était facile. Pas facile, mais une fois que tu avais la performance, la compétence nécessaire, tu réussissais le concours d'entrée à l'Université d'Ottawa, c'était comme garanti. Alors, Papa Gab, avant qu'on ne vienne sur ce parcours d'enseignant, et cette question est valable pour John et toi, est-ce que à ces périodes-là où on arrive et que on est en face d'une réalité qui remet en cause tout ce qu'on a pu entendre et qui nous a peut-être même encouragés à venir, est-ce qu'à un moment donné, on doute de pourquoi on est venu? Est-ce qu'on a envie de repartir? Est-ce qu'on est déséquilibré? Est-ce que, à ce moment précis, comment on vit son appartenance à une société comme celle du Canada? Ce qui est certain, un être humain, c'est la fondation. C'est la fondation, les valeurs que tu transportes. Donc, mon épouse et moi sommes venus par choix. On s'était préparés, on était prêts. On avait le choix à aller dans beaucoup de pays du monde parce que, vu notre statut, on pouvait aller dans plein de pays du monde pour s'installer. Mais nous avons choisi le Canada. On a pris le temps de lire l'histoire du Canada, la géographie du Canada. On savait que ça devait être difficile sur le plan climatique. Donc, on est venu étant très, très bien préparé et prêt à nous adapter. Donc, on avait ce qu'on appelle une forme de l'ouverture. On avait cette résilience-là. C'est ça, c'est ça. On avait la mémoire de croissance. C'est ça. Voilà, vous on aviez un esprit d'ouverture. C'est ça. Et donc, en clair, les difficultés, on va dire, sociales qui se sont imposées à vous n'ont pas été forcément un fracas parce que vous étiez plus ou moins préparés à encaisser. C'était comme des roches sur notre chemin. On avait le choix de prendre ces roches-là pour dire qu'on est blessé ou de faire toute une bonne fondation solide. Nous, on a pris dans ces roches comme une bonne fondation solide pour bâtir notre avenir au Canada. Alors, retenons dans ce que Papa Gab dit déjà à communauté afro, que l'immigration suppose donc une bonne, stratégique et superbe préparation en amont. Mon frère John, ton histoire, pour t'avoir côtoyé quelques fois, je sais que tu as, pour utiliser un mot qui est dans notre jargon, ça a été compliqué pour toi 4 ans durant, avant alors, explique-moi un peu comment, durant 4 ans, quelqu'un qui était cadre des Nations Unies en Afrique, avec tout ce qu'on connaît comme honneur et avantages et tout, et qui arrive, et qui pendant 4 ans, je veux dire, traîne un peu sa bosse ici au Canada sans même savoir comment faire rentrer $1 pour sa famille. Comment ça fonctionne? Alors, pour être honnête, c'était compliqué. Ça, comme disait Sa Majesté, c'est toujours compliqué quand on arrive quelque part. On a des idées. Et mon parcours, j'ai fini l'université chez nous au Congo. Je travaillais directement à l'ONU. Donc, je commençais à travailler directement. Donc, je n'ai pas travaillé au Congo à autre chose qu'à l'ONU. Ouais. Et ça, c'était déjà 2000. Donc, jusqu'à je suis parti en expatriation, c'est toujours l'ONU. Et donc, l'autre, à part l'ONU, c'est ici. Oui. Donc, je ne connais pas autre chose. C'était quand même difficile. Et chose pas drôle, mais aussi compliquée encore, mon épouse également était à l'ONU. Donc, que je salue à Pasteur, Adèle, je te salue énormément. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre intégration. En fait, vous n'êtes pas allé loin, hein, vous êtes rencontrés à l'ONU, voilà. Mais bon, ça arrive. En fait, alors il fallait trouver qu'est-ce qu'il faut étudier. Alors, on trouve les... C'est-à-dire, arriver ici. Il fallait, du coup, arriver ici, vous avez compris quand même qu'il fallait étudier, mais c'est qu'est-ce qu'il fallait étudier? Oui, parce qu'en fait, les parcours que nous avons dans nos pays ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai dit les job family. Donc, je sais pas, c'est les catégories ou les types de travail ne sont pas obligatoirement repris de la même manière ici. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu peux être cadre dans nos pays, mais tu vas arriver ici, tu ne vas pas trouver exactement les parcours que tu as dans ton pays ici. Donc, il faut se rééquilibrer, il faut se recadrer, il faut aller aux études. Donc, nous avons compris ça. Alors, nous sommes allés aux études, 4 ans à l'université. Et après 4 ans, je me rends compte que peut-être j'avais fait un mauvais choix. J'ai failli douter exactement de notre présence ici. Mais ce qui nous a beaucoup aussi encouragé sur les enfants.
Donc, on a 3 garçons et une fille. On s'est dit, mais tiens, les enfants sont ici, ils ont commencé à... Eux s'adaptent facilement. Et c'était ça notre force. On s'est dit, mais tiens, on doit alors essayer de s'engager autrement. Parce que si les enfants sont là... Ça veut donc dire, mon frère John, que malgré le doute, vous vous êtes dit, il faut tenir. Oui. Parce qu'il y a les enfants, oui. Il faut aller jusqu'au bout. Oui. C'est donc ce que je dois comprendre. Oui. Les enfants. C'est quand même assez important de ressortir cela parce que pour qu'on accepte de résister à un environnement qu'on ne connaît pas véritablement et dont on n'a même pas l'assurance que demain ça va aller pour ses enfants, ça veut dire qu'on a un sens de la famille qui est très poussé. Et est-ce que vous pensez donc que le fait d'avoir sa famille autour de soi quand on vient ici peut être un avantage qui vous renforce la résistance et bien plus tard ce sentiment d'appartenance? Oui. Est-ce que la famille a une importance à vos yeux dans ce parcours transitionnel de l'immigration à l'appartenance? On va commencer par John et on va venir à Papa Gab. Sans faute, comme disait Sa Majesté avant, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas de famille ne peuvent pas résister. Non, ils peuvent. Ils ont aussi d'autres mécanismes. Nous parlons exactement de nous qui avons des familles, qui avons des enfants. Ça a été un moment très dur pour nous parce qu'on s'est dit, mais faut-il retourner? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Les enfants qui s'engagent déjà ici, ils sont dans les sports, ils sont à l'école, ils se débrouillent bien. C'est une force. Et c'est à cause de ça que même quand tu es à l'université, tu vas chercher un travail. Tu vas faire tout ce qu'il faut faire pour trouver un peu à emporter à manger. Comme disait Sa Majesté, il est allé chercher un travail pour pousser même les choses du marché. C'est parce qu'il voit les enfants, il voit la famille, il voit sa femme. Et c'est ça aussi la force. Et maintenant, plus tard, tu vas voir les fruits de cette force parce que tu as accepté. Tu as accepté de passer par ça. C'est peut-être ça aussi notre message pour nos institutions. Il faut essayer peut-être de voir comment est-ce qu'il faut soutenir les parcours. Je sais que c'est toujours pas difficile, il faut avoir l'expérience canadienne. Là, tu veux parler des parcours professionnels, professionnels, les institutions que nous avons eu dans le passé. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Mais ça pose effectivement cette réflexion qu'on pourra faire au fil des échanges. Papa Gab, je reviens donc à toi. La présence de la famille a été un facteur important pour toi. Mais ici, en fait, quand je parle de famille, je veux même élargir. Est-ce que dans ton parcours, toi, Papa Gab, tu penses que la communauté afro a été accueillante pour toi et qu'elle a soutenu ta famille à pouvoir traverser aussi cette période, même si tu étais déjà préparé? C'est de montrer vraiment l'importance aussi de l'accueil de nos communautés, comment elles aident les autres à pouvoir s'intégrer. Très bonne question. Quand on arrive au Canada, ou bien quelque part, ton avenir parfois est tributaire de la personne qui t'accueille. Donc, nous avons été très bien accueillis. On est arrivé le 12 avril 2009. Et déjà, en mai 2009, j'étais assuré ce que je voulais faire. J'avais à composer mon entrée à l'Université d'Ottawa. Donc, en moins d'un mois, mon chemin était choisi. Parce que la personne qui nous a accueillis a aussi fait venir plusieurs autres personnes pour venir nous parler de comment ils ont fait au Canada. Donc, de là, on a donc eu des référents. Donc, lui, il était ma référence et d'autres personnes étaient la référence à mon épouse. Elle savait déjà ce qu'elle voulait faire dans la nutrition. Mais c'est vrai que son secteur était plutôt dans cette zone-ci, à Alfred Plantagenet, donc à l'université de Guelph, mais le campus d'Alfred. Donc, du coup, on était déjà tracé, on savait ce qu'on voulait faire. Et on a donc mis les moyens pour y arriver à travers les études. Donc, maintenant, pour la famille, si mon épouse n'avait pas été là et avait mes enfants, certainement, ça devait être l'enfer. Bon, maintenant... Le mot est fort, mais il est important. Oui, parce qu'un père de famille dit... Si mon épouse n'avait pas été là, ça aurait été l'enfer. En fait, le message que ça nous lance, c'est la nécessité d'être forts ensemble, parce qu'en étant ensemble, on arrive à résister à beaucoup de choses. Forts ensemble et surtout unis, et quand on se comprend, et on s'entend, on est harmonisé. Et c'est très important pour nos communautés de très comprendre cela, que la vie de couple au Canada est une richesse quand on sait bien valoriser cela. Donc, mon épouse et moi, on traçait nos chemins, on avait tous des plans ensemble, donc tous nos projets étaient montés ensemble et on se soutenait l'un et l'autre. Donc, du moins, il y avait des moments où elle choisissait de faire un sacrifice pour me pousser et quand j'arrivais au sommet, je baissais aussi la main pour la pousser. De manière qu'aujourd'hui, de façon harmonisée, on évolue dans les mêmes sphères. Ouais.
Ça parce qu'une femme a accepté, je reste à la maison pour les enfants jusqu'à ce que mon dernier puisse aller à maternelle jardin parce que je dois veiller à leur alimentation. Parce qu'arrivé ici au Canada, parfois les gens font une transition radicale de l'alimentation africaine qu'ils avaient à une alimentation d'ici, alors que leur corps n'était pas préparé à cela. Mon épouse ayant fait nutrition à l'université, elle a donc compris que c'est très important la transition au niveau de l'alimentation. On peut réduire beaucoup de maladies juste en mangeant très bien sans brusquer le corps. Donc là, elle a pris soin de veiller à cela. Entre-temps, elle me poussait. Bon, la formation à l'époque, c'était juste 8 mois pour devenir enseignant. J'ai fini ça rapidement, mais je n'ai pas eu de poste. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas très facile pour des personnes afrodescendantes d'avoir des postes en enseignement ici. Du coup, vous êtes des pionniers dans cette lutte-là, effectivement. Parce que l'université d'Ottawa, par exemple, ne s'adaptait pas à nous, mais nous demandait de nous adapter à l'université. Mais c'est des pères de famille qui arrivent à presque 40 ans, qui rentrent à l'école, avec des enfants à la maison. Donc, c'était un combat très difficile. Moi, j'y étais, mon épouse était dans cette zone-ci à l'école ici. J'avais les 3 enfants à la maison, j'en prenais soin. Elle venait à la fin de semaine. Et c'est comme ça qu'on avançait. Donc, une fois ça veut dire que vous avez même vécu séparément, oui, mais vous avez réussi quand même à résister à tous les aléas. Et c'est d'ailleurs... La distance était plutôt une force pour nous, ça nous séparait. Plus on avait des outils de communication. Pour les temps, c'est un sujet, en fait, Papa Gab, sur lequel on va probablement peut-être vous inviter à nouveau, parce que ça, c'est un sujet que je souhaiterais aborder. Pour ce que j'entends beaucoup dire ici, c'est que beaucoup de couples qui sont venus d'Afrique se sont fracassés ici. 99%. Et la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que c'est le Canada qui fracasse ou c'est la fébrilité du couple qui fracasse? Parce que j'estime aussi que peut-être, quand on est vraiment solide, quel que soit l'environnement, on doit pouvoir résister. Et votre histoire, d'ailleurs, comme celle de John, qui travaille avec son épouse, est une histoire qu'il nous faudra raconter carrément dans une autre émission pour que les gens comprennent que les difficultés, plutôt que de vous séparer, doivent vous renforcer et y aller. En tout cas, moi, je vous dis bravo. Et franchement, votre histoire, comme celle de mon frère John, est une histoire qui nous donne beaucoup d'espoir. Et je voulais donc revenir sur ce que vous avez dit aussi, qui est très important, parce que je pense que vos histoires sur ce cas sont un peu différentes. Et c'est là où c'est important. Parce que Papa Gab dit, ton avenir dépend de comment on t'accueille et on t'oriente. Cela voudrait dire qu'il faut aussi avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui t'oriente bien. Donc, il y a un facteur chance aussi. Parce que tu peux ne pas tomber sur la bonne personne. Et je pense que beaucoup d'Afro qui sont venus ici ont eu cette difficulté aussi de ne pas toujours tomber sur peut-être forcément la bonne personne. Bon. Comment ça peut fonctionner pour être sûr, parce qu'au-delà de la personne qui te donne des conseils, comment vous pensez qu'il faut aussi prendre des dispositions pour ne pas être trop surpris de la réalité ici, en ayant trop compté sur quelqu'un? Parce que l'être humain reste ce qu'il est. Le facteur de la chance, ne veut pas dire que la chance n'existe pas, mais la chance, c'est le fruit d'un travail, d'une construction, d'un plan. Donc, quand nous venions ici, on avait tracé nos chemins, on avait étudié les provinces canadiennes et on savait dans quelle province on pouvait aller et vers qui est-ce qu'on devait aller au départ. Maintenant, quand on arrivait, donc cette personne donnait son parcours avec son historique. Nous partions de ce qu'il nous a donné, avec la mentalité ouverte. On est dans les centres communautaires et là-bas aussi, on rencontrait d'autres nouvelles personnes qui avaient d'autres histoires et on apprenait donc toutes ces histoires-là. On avait un petit carnet où on notait tout. Et maintenant, c'est la somme de tout cela, ajouté à ce qui nous étions déjà, parce qu'on ne se renie pas là, qui nous permettait donc de faire un choix éclairé. Et tout dépend vraiment de ta force personnelle. Et maintenant, à la maison, à deux, on met ça comme sur une table et on fait des choix, on analyse pour l'avenir de nos enfants. On dit si on fait tel truc, est-ce qu'on peut être bien? On peut être encore bien en famille parce que comme l'enseignement, je l'ai choisi, moi au départ, parce qu'avec cela, je peux mieux accompagner mes enfants à mieux s'intégrer ici. Et mon épouse a dit l'alimentation, c'est important. Elle a quitté l'informatique, où elle était très intégrée au Cameroun dans ça, pour aller en nutrition. Donc, c'est ces choix-là de base pour le choix universitaire ont permis de bâtir ce que nous voulions être. Donc, et maintenant, les compagnies, quand on arrive, on est des adultes. Donc, c'est à nous parfois de savoir vers qui aller. Et maintenant, comment interagir avec les personnes qui viennent autour de nous? Est-ce qu'il faut vraiment sauter sur toutes les opportunités qui arrivent? Non. Il faut prendre du recul. Et c'est pour ça que la famille est importante. Parce que le soir, on prie sur tout ce que nous voulons faire. Et je pense même qu'au-delà de la famille, il y a ce que je retiens avant de venir à toi, mon frère John, c'est qu'en fait,
il faut aussi avoir une sorte de relativisme positif qui te permet de ventiler, de vanner un peu les choix. Parce que si tu viens avec l'idée que tu dois exclusivement compter sur quelqu'un ici pour pouvoir aller, ça peut te jouer des tours parce que cette personne aussi que tu trouves ici a ses réalités. Donc, elle ne va pas tout abandonner pour se consacrer à toi entièrement. Ça veut dire, comme Papa Gab le dit, c'est que tout est effectivement dans la préparation. Et la préparation suppose que tu as pris toutes les dispositions pour résister avec tes propres forces d'abord. Avant de pouvoir aller de l'avant. Et donc, ce message-là, il est important pour toutes nos communautés, tous les frères et sœurs afro-descendants qui viennent ici, c'est que il faut se donner le temps et il faut apprendre le système et ne pas toujours compter forcément sur quelqu'un, même si la personne vous a aidé à venir, parce qu'elle a aussi ses réalités, elle a sa famille et tout. Donc, c'est important la communauté, c'est clair, c'est important les informations, mais il faut aussi se donner les moyens d'aller les chercher. Mon frère John, je sais qu'à ton niveau, il y a eu quand même quelques frictions, parce que est-ce que tu as pu être encadré dès le départ? Quelles sont les difficultés peut-être que tu as eues, s'il en a eu, mais au niveau de la communauté afro? Parce que nous sommes dans l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, donc est-ce que tu t'es senti accueilli par tes frères et sœurs? Est-ce que tu t'es senti intégré, tu t'es senti orienté comme il se doit? Je pense que oui, mais les grands soucis, c'était plutôt peut-être nous-mêmes, dans nos pensées. Parce que ça n'a pas été facile pour nous de changer tout ce qui nous avait en tête. On est venu avec des choses en tête, on va faire ça, on va retourner plus vite. Et on a oublié d'abord que nous avons des enfants et que tu ne peux pas amener les enfants et puis tu vas dire que tu vas retourner. Et puis quand on arrive, on est accueilli, on reçoit les conseils. Mais c'est vraiment pas facile d'accepter les conseils. Quelqu'un qui te dit non, tu viens d'arriver une semaine, il te dit ok, tu as l'inscription, tu vas à l'université, oui. Mais au lieu d'aller faire ce que toi tu veux faire, moi je te conseille plutôt d'aller faire la formation de préposé aux bénéficiaires parce que tu es père de famille et que ça va marcher, tu vois, c'est les marchés ouverts. Bon, quand je sonde un peu c'est quoi, il me dit non, je me dis non, je ne peux pas faire ça. Et après, l'autre va me dire non, mais tu sais, tu as une famille, tu peux aller faire 1 an de plomberie ou ceci à tel collège. Je dis mais comment c'est possible que je fasse ça? Je refuse parce que lui, il a la réalité d'ici. Exactement. Et il veut me dire ce qu'il faut faire exactement dans un premier temps. Parce que tu es père de famille, tu vas te retrouver vite, mais si tu veux faire maintenant les longues études, va faire ça plus tard. Mais pour l'instant, fais ça. Mais ce n'était pas facile pour moi d'accepter ça. C'est plus tard maintenant, quand je suis à l'université, que je commence à me dire, mais ok, j'ai fini l'université, j'ai un professeur afro-canadien qui me dit, c'est bien ton parcours, j'ai été aussi dans le même parcours, je suis professeur à l'université de York. Je pense qu'il faut que tu fasses ça. Et c'est même les professeurs qui nous ont dit, mais ça va être plus difficile pour vous de vous intégrer à Toronto. Quand vous finissez, vous et votre épouse, il faudrait peut-être aller vers Ottawa. Parce que pratiquement, ils trouvent que c'était difficile d'accepter que non, il faut oublier ce qu'on a été et de commencer peut-être à zéro ici. Ouais. Voilà. C'est tellement... en fait, on a 2 parcours différents. Qui se base sur ce que chacun avait comme objectif. Ce que je retiens du parcours de Papa Gab, c'est qu'il avait l'objectif de venir. Et il avait l'objectif de rester. Oui. Donc, il s'est préparé à la résilience. Oui. Vous, John et son épouse, avaient l'objectif de venir et de repartir. Parce que, à la réalité, ils n'étaient pas... C'était pas un choix, véritablement. Les choses se sont peut-être imposées à vous en Afrique. Donc, vous vous êtes dit, on vient, et puis après, on repart. Mais ce qu'on n'avait pas calculé, c'est les enfants qui allaient commencer à s'intégrer. Mais c'est surtout que, comme beaucoup d'entre nous, vous n'avez pas eu le temps de faire le deuil de ce que vous étiez. Parce que ce que je comprends ici, en fait, il faut venir en se dépouillant de tous ses habits. On passe tous par là. Quand effectivement tu arrives à plus de 40 ans et que tu dois repartir sur les bancs après 20 ans, avec des cours où tout se fait en ligne, c'est pas évident en fait. Donc effectivement, je comprends que, il faut bien préparer son voyage. Il faut vraiment se dire, il faut vraiment définir la raison pour laquelle on vient. Et quand on définit la raison pour laquelle on vient, on met donc la stratégie qui accompagne. Deuxièmement, il faut donc, en venant ici,
oublier tous ces grands titres qu'on peut avoir eu en Afrique, parce qu'ici, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est que on te considère à la valeur de ce que tu es, de ce que tu fais, et non forcément de tes diplômes. Donc, si effectivement les gens t'ont dit, mon frère John, au départ, fais de la plomberie, peut-être que si tu avais compris actuellement, même tu étais millionnaire. Ouais, bien sûr. Parce que, justement, le plombier, il est bien payé ici, contrairement à nos plombiers, je veux dire, de l'autre côté, et ça aussi, c'est nos fautes, hein, parce que c'est nous qui ne considérons pas forcément les gens qui font les petits travaux chez nous. Mais ça m'emmène quand même à poursuivre et à vous demander, sur cette question qui va nous emmener vers la fin, le sentiment d'appartenance au final, se dire que j'appartiens à une nouvelle communauté, je suis afro-canadien, donc j'appartiens à ce Canada. Est-ce que ce sentiment, ça dépend de nous-mêmes ou du regard des autres? On va commencer par Papa Gab. Je vais reformuler encore la question parce que on peut avoir tendance à se dire les autres m'ont accepté ou pas. Donc, si je suis dans une communauté, c'est comment la communauté m'accueille que moi, j'estime que je suis accepté. Alors, est-ce que le fait qu'on se sente dans cette communauté dépend donc du regard que les gens ont sur moi ou de moi-même l'idée que je me suis faite de ce que je suis dedans? Donc, qu'on me regarde comme ci ou comme ça, mais j'appartiens, je suis dedans. Donc, est-ce que ce sentiment d'appartenance, il dépend de ce que nous-mêmes on a comme conscience de cette appartenance ou du regard des autres, ou bien des deux? Donc, c'est une très bonne question. Moi, je suis un fier Bantou et un fier Canadien, franco-canadien. Donc, les deux. Ma fierté, ça dépend de mon habitus, de mon construit intérieur, et non pas de la pensée des autres autour de moi. Je sais que je suis un leader, je suis fier de qui je suis, et en tant qu'un acteur, moi, j'influence le système. Je ne suis pas là pour subir le système. Je ne suis pas là pour réagir. Je suis en force, en mode action. Quand je suis arrivé ici à Rockland, des gens allaient, il y avait le maire des Jardins, Père son âme, on faisait le nettoyage de la ville ensemble, les gens nettoyaient. Moi, j'amenais mes enfants, on faisait le nettoyage ensemble. Les gens nous trouvaient différents, ce qui est vrai, on est différents. Est-ce qu'on Ça est fait noir? relativement combien d'années que vous êtes On est arrivé ici à à Prescott Russell en 2011. En 2011, donc on tend vers presque 15 ans dans la région ici. C'est plus d'une décennie. Donc, quand donc nous vous arrivions, avez vu la ville devenir. on était vraiment tel tout nouveau. Il n'y a pas beaucoup de personnes afro-descendants ici. Donc nous allions vers les autres pour aller ramasser avec les autres. Au départ, certains ne trouvaient ça, on trouvait qu'on était différents. Et est-ce que c'est de la discrimination? Je ne pense pas. C'était juste qu'on ne nous connaissait pas. Ouais. Mais une fois qu'on a su qui nous étions, parce qu'on était toujours là, on a compris que nous étions vraiment des trésors. Trésors pour la ville parce qu'on était des acteurs réels. Quand il y avait des inondations, on écrivait nos noms dans des bénévoles, on remplissait des sacs de sable ensemble, on allait déposer les repas chez les gens. Et maintenant, chez nous, notre maison était vraiment comme la petite chefferie du quartier. Tous les enfants du quartier venaient jouer dans notre cour, on leur donnait nos beignets du Cameroun. Ça fait que notre maison est une porte ouverte à tout le monde. Donc ça fait qu'à partir de tout ces construits, on a donc dit, Rockland n'est pas seulement une ville. Pour nous, Rockland est notre deuxième village. C'est pour ça donc que nous avons dit, bon, il faudrait qu'on intervienne dans cette ville-là aussi, qu'on apporte les nôtres, parce que cette ville nous a aidés à mieux nous intégrer ici. On va apporter les nôtres aussi, on va contribuer. C'est pour ça que je suis allé aux élections municipales, pour pouvoir donc être un acteur système et apporter de l'influence. C'est ça, c'est ça. En fait, vous avez... Papa Gab a refusé d'être un spectateur. Il a choisi d'être un acteur. C'est ça. Mais pas un acteur qui va en confrontation, mais qui influence positivement le système. Effectivement. Et je pense que ça va faire partie, en fait, des conclusions de cette émission vers la fin de laquelle on est en train de partir. Et j'en viens donc à mon frère John, ce sentiment d'appartenance. Est-ce que, John, parce que c'est vrai, le Canada est l'un des pays au monde où la diversité culturelle est respectée de bout en bout, pratiquement, ça il faut le dire, parce qu'on sait ce qui se passe dans le monde. Mais qu'on le veuille ou non, tout n'est pas beau. Il y a quand même quelques frictions quelquefois. Est-ce que vous, à un moment donné de votre parcours, vous vous êtes senti rejeté en tant qu'Afro-Canadien? Parfois, oui. Je pourrais peut-être revenir juste un moment pendant le temps de Covid. Nous étions à Toronto et
je reviens à la question précédente que tu as posée par rapport à l'appartenance. C'est ça. En fait, je pense que le sentiment d'appartenance revient de soi-même, de ce qu'on se donne d'abord. C'est ça. En 2022, pendant que le Covid faisait rage, il n'y avait pas de nourriture et autres. Nous, on se dit, mais nous sommes dans ces bâtiments au centre-ville et il y a plusieurs appartements. Nous sommes allés acheter de la nourriture, beaucoup de grandes quantités. On a acheté des petits sachets, on a fait des petits sachets pour au moins avoir quelque chose pour donner à tous les... Il y avait peut-être plus de 75 ou 80 appartements dans le bâtiment. Donc moi et mon épouse et les enfants, nous sommes partis chaque porte. Quand on toque, tu vois, pendant le Covid, quelqu'un toque, mais c'est quoi? On a trouvé tout le monde. Tout le monde a pris ça. Et tout le monde demandait, mais c'est quoi? C'est quel organisme? C'est quoi? Qui est-ce que vous êtes? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et c'était une façon de... On voulait prouver qu'on appartient à la société. Nous sommes là. Et la société vient consolider ce que vous faites. Je donne un exemple. Par exemple, il y a un déclic. Quand j'ai eu le travail à la ville d'Ottawa, c'était une manière pour moi de servir. Ouais. Parce que quand tu travailles de manière à la fonction publique, tu servis les gens et tu as le sentiment d'appartenir. Surtout que c'est la mairie. C'est la mairie. Donc tu appartiens à quelque chose et c'est un sentiment de servir le peuple et servir les gens. Alors, les frustrations, c'est quand tu sers et que la personne que tu sers a tendance à te stigmatiser ou bien peut-être à te marginaliser. Par exemple, quelqu'un va dire, mais vous le noir, ou mais tonton, ton anglais est comme ça, ou tout le noir. C'est un peu ça. Ouais. C'est des frustrations, mais je pense que cela ne peut pas me pousser à ne pas faire le meilleur. Parce que nous sommes appelés à faire le meilleur, la différence. Ouais. Il faut que la communauté qui nous a accueillis puisse voir qu'il y a aussi des noirs qui peuvent faire la différence. Exactement. Dans la fonction publique, mais aussi comme dans notre vie personnelle, où nous sommes dans les communautés. Mais et on ne peut que vous tirer le chapeau et vous dire merci à vous qui avez tracé ces sillons. C'est vrai qu'il y a eu des premiers immigrants afro depuis des décennies, mais si aujourd'hui le Canada continue de recevoir autant d'afro, c'est parce que vous qui avez été là avant d'autres avez rassuré ce pays-là qu'on pouvait continuer à nous recevoir et à apporter quelque chose. C'est clair que le pays a aussi besoin de nos expertises, mais en même temps, je dis que s'il y a autant de lois qui sont mises en place pour combattre la discrimination, pour combattre le racisme systémique, c'est parce que dans toute société humaine, il existe forcément des personnes qui vont toujours à l'envers de la loi. Et ces personnes-là peuvent être des Canadiens même, je veux dire, de souche, comme des Canadiens d'adoption. C'est-à-dire que la discrimination, c'est toujours dans tous les sens. Mais ce que je retiens, déjà par rapport à l'intervention du Papa Gab, c'est qu'en fait, il faut que les Afro-Canadiens, les nouveaux immigrants qui arrivent, comprennent que le regard que celui qui te reçoit a sur toi n'est pas forcément un regard de rejet. Ça peut être un regard d'interrogation. Mm-hmm. À qui est-ce que j'ai affaire? Et à toi de poser les actes qui vont emmener ton hôte à comprendre à qui il a affaire pour qu'il puisse t'ouvrir les bras. Oui. Et c'est cette démarche que Papa Gab a fait et que John aussi vous avez fait. Parce que quand eux, ils arrivent ici, il y a 15 ans à Rockland, il y a très peu d'afro. Et les gens se posent des questions de savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de nous apporter. Mm-hmm. Mais s'ils étaient restés chez eux, à ne pas bouger, à ne pas dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, à ne pas se fondre à la communauté, les gens n'auront pas su, comme il est dit lui-même, que nous sommes des trésors pour des communautés parce qu'on apporte une chaleur. En fait, le noir apporte de la chaleur de vivre. Et ça, c'est démontré, c'est universel. Donc moi, je tiens vraiment à vous dire merci pour ce travail merveilleux que vous avez abattu et c'est important que tout le monde retienne ça. Alors, nous allons vers la fin. Et ce qui est important pour nous vers la fin de cette émission, c'est qu'il y ait un message que vous pouvez passer, non seulement dans le cadre de ce mois qui célèbre l'histoire des communautés noires au Canada, mais surtout un message aux jeunes générations, aux nouveaux arrivants, pour que leur intégration soit réussie, pour qu'on continue en fait non seulement de rassurer nos hôtes, mais pour qu'on continue aussi de construire le besoin de respect de tout un chacun, dès l'instant où il est accepté en tant que citoyen ou en tant que résident permanent ou en tant que nouvel arrivant au Canada. On va commencer par mon frère John. Si aujourd'hui, mon frère John devrait laisser un conseil aux nouveaux arrivants, aux jeunes
dans ce Canada, aux jeunes Afro, qu'est-ce que mon frère John leur dirait? Alors, le message à transmettre aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du mois des Noirs, aux jeunes qui sont là, aux jeunes générations, aux nouveaux arrivants, aux familles qui viennent d'arriver, aux parents qui viennent d'arriver, c'est au Canada, on peut se construire, ça c'est facile. On peut venir d'ailleurs, de partout au monde, pour venir s'installer au Canada, tu vas te faire un chemin. Tu vas te tracer un chemin. Il faut l'engagement, il faut la persévérance, il faut la participation citoyenne. Participation citoyenne, ça veut dire participer aux activités, dans ton quartier, dans nos communautés, à l'école de nos enfants, au travail. Il faut montrer que tu existes et que tu es là. Là, ce sont des leviers essentiels pour bâtir ton appartement solide ici au Canada. Mais également, il est aussi important d'éviter de transmettre le message de la peur. Pour ceux qui sont déjà ici, il ne faut pas décourager les gens qui viennent d'arriver. Il faut juste les rassurer que non, il faut aller doucement. Il faut oublier, il faut faire son deuil, comme vous avez dit. Il faut faire son deuil de tous les parcours qu'on a passés et de savoir qu'au Canada, on peut se construire et qu'on peut avoir un avenir merveilleux au Canada. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais tenter de trouver l'argent facile. Ça n'existe pas. Il faut aller à l'école, il faut se former, il faut s'informer et gagner dignement son argent et sa vie. Merci John. Il a dit il faut se former, il faut s'informer et il faut aussi que ceux qui sont déjà là évitent de faire peur à ceux qui viennent d'arriver parce que vers la fin, quand on arrive dans un nouvel environnement, ce dont on a le plus besoin, c'est qu'on nous dise clairement les choses et qu'on soit mis en face de nos responsabilités. Sa dignité, Papa Ngameni, votre parcours politique et professionnel avec votre épouse est un symbole pour la communauté camerounaise et plus pour toute la communauté afrodescendante. Et je vais vous inviter, au nom de votre épouse, au nom du roi que vous représentez, au nom de toutes les communautés, à lancer un mot, à donner un conseil, à encourager, mais à surtout dépeindre la réalité à toutes ces nouvelles personnes qui viennent chercher un mieux-être au Canada et à tous nos enfants qui sont ici et qui constituent déjà la relève de cette intégration afro-canadienne. Dans ce que je voulais dire, nous devons être des bâtisseurs d'excellence. Les afro-descendants doivent être fiers de leur héritage historique. C'est ce peuple-là qui était au sommet du monde pendant plusieurs années, plus de 50 000 ans, et qui aujourd'hui est le berceau de l'humanité. L'Africain ne devrait pas se voir seulement en une personne secondaire. Le fait qu'on soit minoritaire ne veut pas dire qu'on est faible ou bien inférieur. Minorité n'est pas synonyme d'infériorité. Je suis convaincu, et cela a été démontré de par mon parcours, que la compétence ne connaît ni la race, ni le sexe. Quand on est performant et qu'on est compétent, les portes vont s'ouvrir. Et pour pouvoir y aller, une fois arrivé au Canada, il faut s'adapter au Canada. Pour s'adapter, il faut aller à l'école. Aller à l'école canadienne. École canadienne dans les deux sens. L'école vraie, c'est-à-dire aller à l'université ou dans les collèges si ton profil te permet d'y aller. Et aller maintenant vers les autres. On ne peut pas juste venir au Canada, là, venant de l'Afrique, et rester encore toujours africain dans son esprit, c'est-à-dire suivre les télés toujours de l'Afrique et ne pas suivre les médias locaux. Parce que le matin, pour sortir, il faut avoir la météo de ta ville pour savoir est-ce qu'il y aura tempête de neige, comment elle va m'habiller et tout. Ça te permet d'avoir une forme d'adaptation environnementale. Et en allant vers les autres, on apprend à mieux les connaître, on apprend aussi à apporter dans ce vaste carrefour du donner et du recevoir qu'est le Canada. Et aux anciens qui sont là, sachez que vous êtes les fondateurs. Vous êtes la fondation de la maison Afrique-Canada. Et pour le faire, si des nouveaux qui arrivent échouent au Canada, moi je suis à 15 ans. Un nouveau qui arrive et qui me rencontre devrait commencer à 15 ans d'expérience sa vie au Canada. Je dois mettre ce jeune sur mon épaule. Et s'il ne voit pas plus loin que moi, ça veut dire que moi j'ai échoué ou je ne l'ai pas mis à la bonne place. Donc nous devons être des bonnes personnes pour accueillir. Pas accueillir en demandant, comme j'ai souffert, celui qui vient d'arriver doit souffrir comme moi, non. Comme j'ai souffert, celui qui arrive est comme mon bébé et doit réussir plus facilement en apprenant de mes expériences. Et pour que ça marche, il faut que le nouveau arrivant ait la mentalité de croissance.
qu'il soit ouvert aux conseils qu'on lui donne et qu'il ne vienne pas juste en gardant un passé glorieux venant de l'Afrique ou je sais de quel côté du monde, mais que cette personne soit ouverte à accepter à recommencer en comptant sur les conseils qu'on lui donne et en ajoutant à cela ses propres vécus et ses propres compétences personnelles. Donc la fierté de qui on est, la fierté pour notre culture est la base de tout. Si on est fier de nous, on peut atteindre l'objectif lune, on peut atteindre le ciel. C'est ça mon conseil peut donner pour ce mois de l'histoire des Noirs. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers followers, chers amis qui nous suivez sur ce canal de TVC 22, nous venons d'achever notre première table ronde dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et nous retenons avec les conseils de sa dignité une chose. Il l'a dit, la compétence ne connaît ni race ni sexe. C'est quelque chose qu'on doit intégrer le plus simplement possible. Cela veut dire, de façon sous-jacente, que ce que l'on doit mettre en avant, c'est la compétence. Parce qu'en plus, c'est une richesse qu'on nous enlève difficilement, puisqu'elle est intégrée. Il nous dit également que la somme d'expériences que les premiers connaissent doit constituer pour les nouveaux une bonne base. On entend souvent, il faut avoir le courage de le dire, certaines personnes qui ont déjà mis du temps au Canada dire « Nous, on a souffert quand on est arrivé. Eux aussi, ils n'ont qu'à connaître. » Mais aujourd'hui, sa dignité nous dit « Si j'ai fait 15 ans au Canada, le nouvel arrivant afro-descendant qui vient doit avoir une somme de 15 ans d'expérience dans le Canada parce que mes 15 ans doivent lui servir. Mais à nous aussi qui arrivons nouvellement, jeunes, adultes, vieux, comprenons une chose, comme ils l'ont dit, John et Sa Majesté. On ne s'intègre pas si on ne souffre pas. On ne s'intègre pas si on ne fait pas montre d'humilité. Quand on veut recevoir, il faut se vider. Si on ne se vide pas, on ne reçoit pas. C'est comme un baril qui est plein, on ne peut plus mettre d'eau. Donc quand vous arrivez, il faut que votre baril soit vide en vous disant « Je viens dans un nouvel environnement pour aller sur une nouvelle vie. Donc il faut bien que je vide ma panse pour qu'on puisse y mettre ce qui existe ici déjà. » Fin de cette première table ronde. Nous nous donnons rendez-vous pour la deuxième table ronde. Et vive le mois de la commémoration de l'histoire des Noirs au Canada. Vive le Canada.